Bonjour à tous sur l'Infotour, première étape qui nous a amené de Rennes jusque Tours. Cette première émission d'un tour qui va durer 10 jours, qui comprendra 9 étapes, va nous permettre de découvrir 9 villes, 9 services hématologiques et aussi 9 thématiques liées au lympho. Le parcours chronologique de la maladie, des symptômes jusqu'à la recherche, en passant par les sous-types, les soins de support et autres. Également, pendant cette émission, nous aurons un petit résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Comme vous le savez, tous les jours, nous avons nos 2 triathlètes, Tony et Antoine, qui courent à peu près 150 km à vélo et une quinzaine de kilomètres à pied. Et sur le plateau ce soir, nous avons donc le professeur Emmanuel Jean. Bonsoir. Nous avons Laure Joly, psychologue, et Catherine Barbe, oncologue du CHU. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, nous allons voir un petit résumé de l'étape du jour. Grandin et Ariel s'était inscrit à un marathon, c'était le marathon. Ça va pas? Ah oui, c'est comme un métier. Le garçon sur une... Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais des super potes, j'ai retrouvé d'ailleurs On fait ça que pour ça. Bon bah go. Allez, c'est parti. Bon, à tout à l'heure. Merci d'être venu, peut-être tout à l'heure. Je suis super content, on va dire qu'on voit enfin la ligne de départ, donc vraiment super content d'être là avec tout le monde et puis avec Tony pour réaliser ce défi. On s'est bien préparé, on est en forme tous les deux je pense et puis on verra bien comment ça va se dérouler. On espère voir le maximum de personnes, que les gens soient sensibles à ce qu'on fait et puis surtout à l'image qu'on veut véhiculer. Je pense à tout ce qu'on a mis en place pour préparer cet événement, parce que ça fait déjà maintenant 2 ans qu'on en parle, qu'on est dessus, et là ça y est, on est le grand jour, c'est le grand jour, le lundi 6 septembre, et voilà quoi, c'est parti pour le grand défi, pour porter le message que j'essaye de porter déjà depuis quelques années maintenant, quoi. Donc j'ai eu un heureux événement le 30 décembre 2020, donc j'ai eu mon premier enfant, donc prénommé Aelia, donc voilà, donc c'est que du bonheur, quoi. Donc allez, c'est parti, on y croit et puis on va aller au bout, on se retrouve à Marseille. Donc venez tous nous rejoindre où vous voulez sur le parcours. Donc c'est à la portée de tous, notamment la course à pied. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et la vie est une fête, donc venez rejoindre la fête.
Donc voici quelques images de la première étape avec Antoine et Tony. Nous voilà donc de retour au CHRU Bretonneau à Tours et je vais donc passer la parole au professeur Emmanuel Jean qui aujourd'hui va nous parler des lymphomes et des symptômes liés au lymphome. Donc pour répondre à la question de Guy sur les symptômes du lymphome, la première chose c'est que entendu d'un cancer des lymphocytes, eh bien, quand on doit expliquer aux enfants ce qu'est un cancer, on explique que c'est une boule qui grossit parce que des cellules se multiplient trop. Et donc du coup, on va avoir des boules, c'est-à-dire des ganglions le plus souvent, qui sont d'une taille supérieure à la normale. Et c'est souvent ce qui inquiète au départ les patients qui vont consulter leur médecin traitant. Et puis on peut avoir aussi des masses, mais qui ne concernent pas spécifiquement les ganglions, dont je rappelle qu'ils sont au niveau du cou essentiellement, au niveau des aisselles, au niveau du creux de l'aine. Eh bien on peut avoir des masses ailleurs, comme par exemple des masses au niveau de la sphère ORL ou de la peau ou d'autres organes qui peuvent avoir chacun leurs symptômes. On a aussi des symptômes qu'on appelle des signes généraux, c'est-à-dire des signes qui peuvent concerner la personne tout entière. On parle en général donc de symptômes de type fièvre, c'est-à-dire avoir plus de 38 degrés pendant une semaine. C'est un symptôme qui peut parfois alerter le médecin traitant. Un autre symptôme chez certains patients atteints de lymphome, c'est ce qu'on appelle les sueurs nocturnes profuses, c'est-à-dire que la personne va devoir, au milieu de la nuit, se lever pour changer de pyjama ou changer les draps du lit, tellement la transpiration a été abondante. Et ça peut être parfois un signe d'alerte pour se dire qu'il y a quelque chose à chercher du côté des lymphomes. Un troisième général, c'est donc de poids, c'est-à-dire que quand on considère que le fait d'avoir perdu 10% de son poids de forme au cours des 6 derniers mois, c'est un symptôme qui doit être regardé avec attention de façon à ce qu'on puisse trouver la cause. Alors bien sûr, si la personne a fait un régime, c'est assez évident, donc 10% du poids du corps, c'est déjà pas mal, mais s'il n'y a eu aucune volonté de maigrir, c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement attentif. D'autres symptômes qui sont la perte d'appétit, les gens disent tout simplement « j'ai pas faim ». Et perdre du poids à cause de ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit attirer l'attention du médecin traitant. Puis la plupart de nos patients nous disent « je suis fatigué », sans pour autant qu'il y ait d'explications. Donc bien entendu, le médecin traitant ou bien les spécialistes qui vont être consultés vont faire un bilan endocrinien ou donc diabétique ou autre pour essayer de comprendre cette fatigue. Mais il peut arriver qu'on ne trouve pas et qu'il faille aller chercher plus loin. On va le voir ensemble. Des techniques qui peuvent permettre de détecter le lymphome. La suivante. On a aussi bien sûr au niveau de la prise de sang des choses qui peuvent alerter. Donc là, pour une prise de sang, il faut une ordonnance. Donc le médecin traitant a examiné la personne, se dit il se passe quelque chose, faire une numération formule sanguine par exemple, dans lequel on pourra voir une baisse des plaquettes, une baisse des globules blancs ou une baisse de l'hémoglobine, qui peuvent être le signe du fait que la production des globules est empêchée par des cellules qui sont présentes au niveau de la moelle osseuse. Les cellules du lymphome ont pris la place des bonnes cellules et peuvent donner ce type d'anomalie au niveau de la prise de sang. Et puis, on a parlé de boules appuyer sur des organes et avoir un potentissement sur ces organes. On pense en particulier à l'insuffisance rénale si jamais les cavités excrétrices des reins urtères sont bouchées, ou parfois des anomalies au niveau du foie qui peuvent parler dans les bilans biochimiques qui pourront être prescrits. Puis une quatrième grande cause, grande liste, catégorie de symptômes, c'est ce que j'appellerais des conséquences un petit peu distantes du lymphome. Donc on peut avoir par exemple de l'auto-immunité, je pense à l'hémolyse, donc les globules rouges qui sont cassés par une auto-immunité favorisée par le lymphome. Et puis des douleurs articulaires pour lesquelles on ne trouve rien. J'ai rencontré comme ça un de mes patients qui est policier, qui a erré pendant 6 mois de rhumatologue en rhumatologue, et en fait on a découvert que c'est le lymphome, un petit lymphome, une petite boule au niveau sternal, qui donnait des douleurs articulaires à distance. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Et puis le prurite, donc c'est une envie féroce de se gratter, pour lequel on voit un dermatologue, un médecin traitant, 2 dermatologues,
3 dermatologues, personne ne trouve rien. Donc là aussi, penser au lymphome, c'est quelque chose qui peut être salutaire puisque on ne perdra pas des mois supplémentaires de diagnostic et on pourra bien entendu mettre en place le traitement efficace plus rapidement. Il y a des films qui ont été tournés là-dessus et qui évoquent cette envie féroce de se gratter qui peut être particulièrement invalidante. Là, c'est un exemple d'un monsieur qui a un lymphome avec une localisation cervicale, ici, jugulo-carotidienne droite. Donc là, je vous montre ici sur la partie gauche un patient qui donc est en train de faire un scan thoraco-abdominopelvien et donc il faut imaginer que la personne est couchée sur un lit, d'accord, et qu'on le voit par les pieds. Hein, donc la machine permet de faire des tranches virtuelles, bien entendu, et vous n'êtes pas censé le savoir, mais en fait on voit juste devant la vertèbre, donc en haut de la partie la plus blanche au centre de l'image, une espèce de haricot qui est de couleur grise, et donc ça, pour nous savons que c'est normal, et donc ça correspond à une masse qui est très vraisemblablement lymphomateuse. Et donc sur la partie droite, vous avez, c'est le même patient pour lequel donc c'est une imagerie qui permet de mesurer la consommation de glucose des tissus, tous les noirs que vous pouvez voir, y compris la rate qui est sur votre droite, donc à gauche du patient, qu'il soit au niveau du cou, au niveau des creux sous les aisselles ou au niveau du ventre. Eh bien en fait ce sont des tissus qui captent de façon très importante le glucose et ça c'est pas normal et c'est très évocateur de lymphome quand on voit ces images là. Encore faut-il bien entendu avoir fait les examens pour obtenir ces résultats. Je vais passer à la toute dernière, c'est que en fait, une fois qu'on a ces symptômes, qu'on a fait de l'imagerie, il faut faire un diagnostic. Et donc ce diagnostic, il ne pourrait être prouvé que par une biopsie. Donc là, vous avez un exemple d'une dame qui donc est en train de subir finalement une biopsie sous échographie. Donc là, il faut voir que la tête de la dame est en haut à gauche, donc elle a le bras en l'air, et l'opérateur est en train de tenir de la main gauche la sonde d'échographie, de la main droite, un outil qui s'appelle un trocar et qui va permettre de faire un micro-prélèvement dans le ganglion qui est au niveau du creux de l'aisselle et ça va nous permettre de donner ensuite des coupes histologiques qui vont nous permettre donc d'avoir le diagnostic. En haut, je vous ai montré un exemple de lymphome folliculaire. J'aime bien ces biopsies là parce qu'elles ont des petits motifs comme vous voyez un petit peu ronds, voilà, qu'on appelle des follicules et donc c'est une tumeur qui reproduit cette structure de follicule qui est connue dans le ganglion normal. Et puis en bas, vous avez la forme la plus fréquente des lymphomes qui s'appelle le lymphome diffus à grandes cellules. Et donc là, vous voyez qu'on a une plage homogène de cellules qui sont semblables. Donc ça, c'est pas normal puisque dans un ganglion, on aurait une structure avec une architecture de follicules. Et donc ça nous permet d'affirmer le diagnostic et donc de confirmer la raison pour laquelle le patient a ces signes et ces symptômes et surtout de choisir le bon traitement de façon à ce que ces symptômes et ces signes disparaissent. Et dans les lymphomes, on a cette chance, c'est que très souvent les signes disparaissent très vite, y compris le prurite dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une raison supplémentaire d'essayer d'aller vite pour le diagnostic de ces lymphomes, puisque comme vous le savez, il y a beaucoup d'espoir thérapeutique avec un taux de guérison qui est quand même assez élevé. Voilà, je vais te repasser la parole, Guy. Très bien, voilà. Merci, merci docteur. Maintenant, ça peut être, c'est à la fois, je dirais, rassurant, mais ça peut être stressant pour certains patients, parce qu'on voit finalement que les symptômes sont très polymorphes et ressemblent beaucoup à d'autres pathologies. Ça peut ressembler à une grippe, ça peut ressembler à de l'eczéma, ça peut ressembler à d'autres problèmes. Quelle est réellement la marche à suivre pour le patient qui doute finalement? Oui, alors j'ai bien conscience que toute liste à l'après-vert des symptômes, ça peut être un peu angoissant parce qu'effectivement on peut se dire j'ai à un moment donné eu de la fièvre, je me suis gratté à un moment donné ou j'ai eu l'impression de boule au niveau du cou, etc. Donc il y a quelque chose que j'ai peut-être pas trop souligné, c'est le caractère durable de ces symptômes. C'est-à-dire que aucun de ces symptômes-là, s'il ne dure que quelques jours au moment d'un rhume ou au moment d'une grippe, au moment de se sentir fatigué quelques jours, clairement, ça peut me motiver une consultation chez le médecin traitant si vraiment ça ne va pas du tout. Mais le caractère donc peu durable, c'est-à-dire de quelques jours des symptômes, doit être très rassurant. Voilà. Là où je pense qu'il faut insister, et là je parle surtout à mes collègues médecins, c'est quand ces symptômes durent de façon inhabituelle, en tout cas ne sont pas explicables par des choses simples comme un rhume, une bronchite, un Covid, je ne sais quoi. Eh bien, c'est intéressant de se poser la question pourquoi ce symptôme ne s'en va-t-il pas et
Pourquoi cette fièvre dure plus de 8 jours alors que peut-être le patient a eu des antibiotiques? Pourquoi cette personne se gratte pendant des mois? Pourquoi ces douleurs articulaires, on ne trouve rien au niveau du bilan et la personne se plaint au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois? Là, je pense que c'est intéressant de quand même se poser la question du lymphome. Il y a d'autres pathologies qui ne sont pas des lymphomes et qui peuvent donner ça. Mais la bonne question à se poser, c'est pourquoi ça dure? Et d'essayer de trouver une réponse à cette question, pourquoi ça dure. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, symptômes, son médecin généraliste, mais le diagnostic, lui, ne peut être fait, ne peut être validé que par une biopsie. C'est exact. Pour les lymphomes, on ne pourra parler de lymphome que si on a une biopsie. On peut suspecter un lymphome devant un cortège de, comme on l'a dit, de symptômes qui sont non spécifiques. Non spécifiques, ça veut dire que la fièvre n'appartient pas que au lymphome. Voilà. Donc le prurite n'appartient pas que au lymphome. Donc devant tous une présomption, on peut se dire ça pourrait être un lymphome. Et à ce moment-là, on va alors notre rôle de spécialiste, ça va être justement de guider le médecin traitant qui va se poser la question. Et on va en première intention faire un PET scanner ou au contraire on va lui dire non, on va aller directement à la biopsie parce que la présentation clinique de ce patient est très évocatrice, en tout cas suffisamment pour qu'on ne perde pas plus de temps, et on aime bien travailler avec nos collègues ORL ou urologues ou gynéco qui sont souvent très réactifs pour voir les patients en vue d'une biopsie parce que ce n'est qu'à partir du moment qu'on aura le résultat de la biopsie qu'on pourra dire il y a un lymphome, voilà la solution. D'accord. Donc j'anticipe un petit peu sur des prochaines étapes du tour, mais on ne commence pas un traitement sans avoir fait de biopsie. Alors ça c'est une question, oui, merci de la poser. Donc non, il n'y aura pas de traitement pour une pathologie dans laquelle on n'a pas de diagnostic. Alors il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que les traitements du lymphome sont parfois pourvoyeurs d'effets secondaires. Donc je crois que personne qui soit toujours muni de son bon sens ne voudra être traité pour une maladie qu'il n'a pas. Donc du coup, on ne veut pas apporter d'effets secondaires à une personne pour laquelle on n'a pas de diagnostic. Donc on s'abstiendra, et ça c'est quelque chose qui, voilà, comme je l'ai dit, qui est du bon sens, de traiter un patient pour un lymphome si on n'est pas la certitude sur l'anapathe qu'il a un lymphome. Maintenant, je vais mettre un petit bémol, et c'est la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas faire ça, c'est que c'est médico-légal. C'est-à-dire que si à un moment donné, on donne un traitement pour une maladie dont on n'a pas la preuve et que ce traitement se passe mal, le patient peut tout à fait nous dire « mais pourquoi vous m'avez donné ce traitement-là qui m'a causé ?» alors que vous n'étiez pas certain que c'était celui-là qu'il fallait me donner. Donc on est très très attentif à ça. On aime bien aussi avoir des circuits de double lecture pour être sûr et certain que le premier anapathe qui a répondu, l'anapathe c'est la personne qui va lire les lames de la biopsie et dire c'est un lymphome. Eh bien moi personnellement je demande à ce que ce soit systématiquement relu par notre collègue Flavie Arbion qui est notre référente d'hématopathologie, et donc vraiment elle est d'une compétence sur laquelle je peux m'appuyer de tout mon poids, et je suis très rassuré de savoir qu'elle a conforté le diagnostic du premier collègue ou qu'elle a posé ce diagnostic elle-même. Très bien, merci beaucoup docteur, c'était très clair. Et bien écoutez, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission avec Laure Joly, psychologue à l'hôpital de Tours, et qui travaille sur l'accompagnement des enfants, c'est ça, de parents atteints de cancer, et comment se fait cette annonce auprès des enfants, si j'ai bien compris. C'est pas tout à fait l'annonce. Je participe effectivement, en plus d'autres activités à l'hôpital, à un dispositif de groupe qui s'appelle Questions d'enfants, et qui est un groupe de parole, qui est un groupe d'échange qui permet d'accueillir les enfants qui ont un papa ou une maman soigné pour un cancer sur l'hôpital ou sur les cliniques de l'Indre-et-Loire. C'est une des missions à l'hôpital, mais voilà, d'autres psychologues. D'accord. Depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, les groupes de parole qui ont été ouverts aux enfants et aux fratries dont un parent est atteint de cancer en France. Les premiers groupes ont eu lieu à Paris, à l'Institut Gustave Roussy, mis en route, initié par une psychologue psychanalyste, Madame Nicole Andridaté, et un médecin réanimateur, docteur Denis Crousset. Et à la suite de groupe, à l'origine, en fait, la création de ces dispositifs ont tenté d'œuvrer contre les silences et les non-dits dans lesquels de nombreux enfants s'étaient trouvés enfermés. Et la question des retentissements psychiques liés à l'annonce de la maladie, au traitement, était aussi abordée dans ces groupes, qui permettait d'ouvrir en fait au groupe familial la question de la souffrance psychique que pouvait avoir le malade.
Et depuis lors, un certain nombre de lieux de soins, donc dans des hôpitaux, dans des cliniques, des médecins et des psychologues ont pu travailler ensemble pour ouvrir des dispositifs de groupe pour accueillir les enfants et leurs parents autour de ces questions. Pas tant de l'annonce, mais des questions des retentissements en fait, de la maladie dans le groupe familial, dans les relations entre les enfants et leurs parents, etc. Amis au sujet de la maladie. C'est pas un lieu où on annonce la maladie, c'est pas un lieu où on annonce le cancer, évidemment. Les enfants nous disent d'ailleurs qu'ils veulent entendre la vérité et l'annonce de la bouche de leurs parents, alors avec des mots gentils certes, mais en tout cas c'est surtout d'eux qu'ils veulent l'entendre. Mais ces groupes cherchent à donner la possibilité aux enfants, à l'enfant de poser des questions, de recevoir des informations claires à la fois sur le cancer, mais aussi sur les traitements. Qu'est-ce que la chimiothérapie, qu'est-ce que c'est que l'immunothérapie, et puis parfois sur les effets secondaires des traitements, hein, pourquoi les cheveux peuvent chuter pendant un traitement par exemple. Et puis les questions qu'ils posent, parfois que mais que d'autres, parfois plus petits ou moins timides, s'autorisent à poser et pour lesquels ils entendent les réponses, mais pas à poser des questions. Ces groupes ont pour objectif de permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions évidemment face à la maladie de leurs parents, de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent et aussi parfois de mettre en mots l'imaginaire qu'ils peuvent avoir autour des représentations qu'ils ont autour de la maladie, la survenue de la maladie, est-ce que c'est contagieux, est-ce que je suis pour quelque chose dans l'origine de cette maladie. Ce qui est intéressant dans ces groupes, c'est que la mise en commun, c'est que lorsqu'un des participants pense tout haut, sa pensée est alors entendue par l'ensemble du groupe. Et souvent, par exemple, les adolescents qui peuvent rester un temps silencieux s'autorisent à parler et s'animent quand les plus jeunes ont pu prendre la parole, voilà, pour des questions qu'ils ne seraient pas forcément autorisés à poser. Un des objectifs de ce groupe, c'est aussi de partager évidemment avec d'autres enfants dans la même situation et rompre le sentiment que beaucoup d'enfants ont d'être un peu extraordinaires et d'être les seuls à vivre une telle situation. Et c'est vraiment quelque chose qui est très réconfortant pour eux de rencontrer d'autres familles. Ces groupes sont co-animés. Sont ouverts. Déjà, ces groupes sont ouverts à toutes les familles dont un des parents est soigné pour un cancer, quel que soit le type de cancer, dans les hôpitaux ou cliniques de l'Indre-et-Loire. Ils se déroulent dans les comités au sein du comité de la Ligue contre le cancer qui est situé sur le site de l'hôpital Bretonneau. Et ils sont co-animés par un médecin et un psychologue. Il y a 2 binômes, 2 médecins et psychologues qui co-animent ces groupes. J'en anime un avec le professeur Jeanne depuis maintenant plus de 10 ans. Ce sont des groupes qui se déroulent le mercredi après-midi, qui ont lieu à 15 jours d'intervalle. Il y a 2 séances, des groupes où les enfants viennent accompagnés de leurs parents, mais le dispositif permet de laisser la parole aux enfants puisqu'ils sont à la disposition de l'espace. Les enfants sont au centre de la pièce, les parents sont derrière, ils ne sont pas sous le regard de leurs parents, ce qui leur permet de s'autoriser à poser des questions. Voilà. Ces petits groupes, il y a un vrai temps de groupe. La première séance démarre par un petit film qui traite de la maladie, un enfant qui pose des questions autour de ce qu'il interroge par rapport à la maladie de son papa. Et puis il y a toute une discussion qui est à partir des questions, des interrogations, des pensées des enfants. Et puis la séance se termine par un temps de goûter, qui est un vrai temps où on continue la discussion dans un cadre un peu différent, où en général les corps se détendent et la parole change aussi. Et puis on se retrouve tous les mêmes parce qu'il n'y a pas de nouvelle famille qui intègre le groupe en fait durant ce second espace. On se retrouve tous les mêmes 15 jours plus tard pour continuer d'aborder ces questions avec un temps où les enfants sont reçus seuls, les parents nous attendent pour le goûter. Et ce qui permet parfois que des langues se déliguent, des questions qui n'ont pas pu être posées, ou des réflexions qui n'ont pas pu être dites le soir en dehors des oreilles des parents. Aussi souvent les enfants ont envie de protéger leurs parents et parfois ce temps-là permet ça. Alors ils questionnent évidemment, beaucoup les questions médicales, l'origine de la maladie, etc. Mais ils mettent aussi beaucoup en mots ce qui se passe dans le retentissement quotidien pour eux, la vie qui peut changer à la maison, les habitudes, l'habitude de voir son parent partir à l'hôpital et de ne pas savoir ce qui s'y passe par exemple. Ce sont des... Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Très bien, non, c'est vraiment passionnant et je trouve que c'est un programme, pour moi c'est innovant parce qu'on prend... C'est là où on prend l'humain dans toute sa globalité. C'est pas uniquement le patient, mais il y a tout l'environnement qui est absolument fondamental dans le parcours de la maladie.
Docteur Diane, je voulais juste vous poser la question parce que je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur. Pourquoi vous vous sentez si impliqué dans ce projet? Je sais que je vous ai parlé de cela temps et c'est quelque chose vraiment, quand on a parlé de faire cette émission, c'est quelque chose que vous vouliez mettre en avant. Qu'est-ce qui vous a motivé à pousser ce projet et à participer? Deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, c'est une histoire en fait, d'un patient qui a eu un lymphome grave et pour lequel sa femme nous a dit à mon équipe il faudrait maintenant que vous parliez aux enfants. Et donc ça a été la première fois où je me suis posé la question, de me suis dit finalement je soigne le patient, souvent on réussit, parfois c'est plus difficile. J'ai compris que les enfants posent des questions extrêmement clairement, des explications non moins claires. Donc des fois il faut dire des choses qui fâchent et qu'il y a un véritable enjeu et je trouvais que c'était extrêmement intéressant en tout cas de creuser la question de comment est-ce que je peux dire des choses difficiles gentiment. Voilà. Et j'ai été très surpris en fait, alors d'abord parce que cet entretien m'a marqué, je m'en rappellerai toujours, et je me suis dit tiens, comment est-ce qu'on peut s'améliorer là-dedans? Et en fait j'étais très surpris que la psychologue avec qui j'avais fait ça me demande de contribuer au montage du groupe dont Laure vient de parler. Et je me suis dit tiens, c'est probablement qu'il y a quelque chose à construire, quelque chose à mettre en place de façon à rendre service finalement à nos patients parents qui sont attaqués bien sûr dans leur corps mais aussi dans leur projet de vie qui est la parentalité. Et donc c'est finalement avec un peu d'appréhension, je dois dire, qu'on a monté ce dispositif. Donc on est dans les années 2010 avec l'aide, donc comme a dit Laure, de la Ligue. Et donc du coup on a vraiment, je dois le dire très très humblement, on a appris en faisant. Voilà. Et quand j'ai pu voir au bout de quelques temps l'impact que ça avait sur les enfants, temps immédiat parce qu'on les voit 15 jours d'intervalle et on voit que la deuxième séance déjà ils sont plus détendus, ouverts et ils ont envie de parler, que Laure m'a expliqué que oui, le fait de déposer des représentations, des angoisses, en fait c'est déjà thérapeutique pour les enfants. Et en fait j'ai eu envie de continuer, c'est pour ça que 10 ans après je le fais toujours, voilà. Et 2, j'ai eu envie d'en parler, et c'est pour ça que je vous remercie de nous donner l'occasion d'en parler sur le Lymphotour, parce que je me suis dit en fait il n'y a pas de raison que ça existe que dans quelques villes en France, et il y en a plusieurs qui s'y sont mises, je pense en particulier à Orléans, Nancy, à Caen, voilà, et oui tout à fait, voilà. Mais si ça peut donner envie à d'autres collègues de mettre en place ce type de dispositif dans l'intérêt de leurs patients à eux ailleurs en France, eh bien que tout le territoire soit couvert au niveau national et que au moins dans chaque CHU ou CLCC ou en tout cas établissement qui fait du cancer, il puisse y avoir une opportunité offerte aux familles d'être reçues dans ce cas de dispositif, parce que vraiment je crois que ça change des familles, ça leur permet de retrouver une circulation de la parole, ça permet de diminuer l'angoisse, ça permet de rompre l'isolement, comme disait Laure, et je pense que ça fait aussi une vraie prévention de troubles psychopathologiques de l'âge adulte qui peuvent être liés au silence ou au non-dit donc autour de la maladie du parent. D'accord, très bien. J'ai deux questions pour vous, Laure. La première chose, c'est que vous avez mentionné que vous ne faites pas l'annonce, ni aux enfants, mais en revanche, est-ce que vous coachez les parents? Parce qu'annoncer à ses enfants qu'on est malade, qu'on est gravement malade, ça peut être compliqué. Alors ça fait pas partie du dispositif de groupe. C'est effectivement les collègues psychologues qui travaillent dans les services de cancérologie peuvent être amenés à rencontrer les parents, et parce qu'elles les coachent, mais en tout cas elles les accompagnent pour pouvoir aider à trouver les mots les plus justes, la bonne temporalité, le bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, effectivement, pour expliquer aux parents, pour que les parents puissent expliquer à leurs enfants eux-mêmes la maladie. Donc ça, c'est pas de mon registre. Alors, j'en ai une pratique dans un autre exercice, mais pas par rapport à ce dispositif de groupe. Néanmoins, on se rend bien compte que la question de l'annonce, comment les parents ont annoncé, ou à quel moment les parents ont annoncé, ou le temps qu'ils ont pris à annoncer, c'est quelque chose qui me reparle beaucoup dans ce groupe. Quel est entre guillemets, le taux de participation des enfants? Parce que j'imagine bien qu'un enfant, un jeune ou même un adolescent peut être réticent d'avoir peut-être à se livrer devant d'autres, livrer ses émotions à cet âge. Parfois ça peut être compliqué. C'est vrai qu'il peut y avoir des résistances par rapport à ça. Alors un taux de participation, on ne peut pas dire. On ne sait pas, on
aimerait que plus de familles encore viennent, mais depuis 10 ans, je crois qu'on a eu très peu d'annulations de séances, une faute de participants. Alors après, parfois, il y a des annulations de dernière minute, parce que là, les patients ou les familles nous font vivre un peu aussi ce qu'ils ont à vivre prévu d'un symptôme qui les empêche de venir, etc. Mais globalement, on accueille, je crois qu'on a accueilli près de 150 enfants depuis peut-être 140, 150 familles depuis qu'on anime ces groupes, en sachant qu'on a des groupes tous les 2 mois, avec une séance à 15 jours, mais un groupe qui comprend 2 séances a lieu tous les 2 mois. Donc il n'y a pas tant de groupes dans l'année. Où on rencontre des fratries et des familles de tailles différentes, de contextes socioculturels différents, avec des maladies qui ne sont pas forcément les mêmes, alors toujours des cancers, mais un niveau d'inquiétude identique pour les familles au moment venu. Je voulais juste ce que dit Laure concernant les adolescents, parce qu'effectivement il y a peut-être parfois une réticence à se livrer pendant le groupe, et on a le souvenir en tout cas d'adolescents qui ont dit on veut de ne pas être obligé de parler. Voilà. Et donc c'est ça. Et donc ils sont autorisés à venir s'en parler, et souvent ils parlent. Voilà. Nous allons passer à la dernière session de cette journée. Je vais garder la télécommande parce que pour des raisons techniques. Donc, docteur Catherine Barbe, vous êtes oncologue ici à Tours et vous occupez des soins de support principalement. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter ce que vous faites sur l'activité physique adaptée. Merci. Donc oui, je suis responsable des soins de support et c'est à ce titre que j'ai été vite sollicitée par mes collègues. Et en particulier donc Philippe Coulomba, hématologue qui était chef de service ici, qui s'occupait des soins de support avant moi, et qui était très sensibilisé à ça, en sachant que tout de même c'est quelque chose d'activité physique. Déjà tout le monde sait que c'est bon pour la santé, c'est déjà de la prévention primaire. Si on veut être en bonne santé et vivre en bon état, il faut faire de l'activité physique, je pense que là c'est reconnu. Et puis petit à petit c'est devenu quand même comme aussi une prévention secondaire et tertiaire, c'est-à-dire que dans le cadre des maladies chroniques, en tout cas, ça a fait la preuve de l'amélioration de la qualité de vie, bien sûr, et puis une amélioration dans les maladies, la prise en charge de la maladie chronique de façon générale. Donc ça, c'est déjà dans le début des années 2010. Le plan cancer, évidemment, 2014-2019, avait là aussi mis ça en avant, en demandant à ce que de l'activité physique soit proposée aux patients. Et puis tout dernièrement, aussi en 2016, la mise en place cette fois-ci, avec la loi de la santé, une activité physique qui va être cette fois-ci dénommée, prescrite par les médecins, donc quelque chose de plus encadré, plus précise, avec la précision en tout cas des intervenants et des gens qui vont la mener, cette activité physique adaptée. Donc maintenant on parle vraiment d'activité physique adaptée dans le cadre des maladies chroniques dont le cancer fait partie. Donc pourquoi est-ce qu'on met en avant cette activité physique ? Parce qu'elle a démontré en tout cas des choses, et en particulier on a pu démontrer que ça permettait d'éviter ce qu'on appelle les déconditionnements physiques, c'est-à-dire les gens qui s'amaigrissent. Les traitements, on en a parlé tout à l'heure, les traitements de lymphome, comme des autres cancers, sont des traitements qui peuvent être physiquement contraignants, avec des gens qui se démusclent rapidement, qui perdent donc leur condition physique, parce que la maladie va être traitée, ils ne seront plus capables de reprendre leur métier, leur travail, parce qu'ils ne sont plus en état de le faire. Donc il y a déjà toute cette partie de déconditionnement à gérer, d'où cette activité physique. Évidemment, maintenir la masse corporelle, ça fait partie de la chose, la partie musculaire, ça c'est sûr. Et puis, on va essayer de réduire la fatigue, la chimiothérapie, les traitements. On l'a dit, la maladie elle-même fatigue les patients. Le meilleur remède à cette fatigue inhérente à la maladie ou au traitement, c'est l'activité physique. Donc, le patient qui se sent fatigué, il va bouger. Quand il reviendra de son activité, il se sentira mieux. Ensuite, on améliore la tolérance au traitement parce que les muscles éliminent une partie de la chimiothérapie, et le fait de bouger, on va améliorer l'élimination de ces déchets, je dirais, de chimiothérapie par exemple. Quand
même quelque chose de majeur qui doit nous amener tous, en tant que médecins en tout cas, à proposer une activité physique à nos patients. Donc plus cette activité physique est proposée au début de la maladie, je dirais même avant les traitements, parce que on va amener les patients à subir certaines interventions chirurgicales ou certains traitements qui vont les muscler, qui vont les fatiguer. Donc si on peut les amener dès le départ à être en bonne forme physique, ben, ça va nous aider de toute façon, ça va les aider à supporter le traitement. Pendant le traitement, c'est important de maintenir une activité physique. Et puis après, bien sûr, la gageure, c'est de retrouver une activité physique normale, une capacité à travailler, à se concentrer pour des patients plus âgés, retrouver une autonomie. L'autonomie, c'est essentiel quand on prend l'âge. Tout ça, c'est vraiment le but de ces activités. D'activité physique adaptée, comme son nom l'indique, doit être adaptée. Ce qui est important, c'est de l'adapter à chaque patient. Elle ne sera pas la même proposée à un jeune homme dans les lymphomes. On a affaire à parfois très jeune, parfois très âgé. Proposer une activité physique, ça c'est sûr. Il faut adapter aux capacités du patient, à son état de base, à son âge, à ses possibilités. Un minimum, disons, qui a été un petit peu défini, parce qu'il faut encadrer tout ça. Donc les études nous ont permis un petit peu de définir la quantité d'activité, l'intensité de cette activité. Donc bon, tout le monde s'accorde à peu près à dire, en tout cas, qu'il faut une activité qui soit raisonnable pour le patient. On peut faire, on va dire en moyenne, 3 heures par semaine. Ça, c'est l'idéal. 3 heures par semaine, par des séances d'au moins une demi-heure. Ça serait très bien, et d'intensité modérée. Ça, c'est ce vers quoi on doit tendre. Après, c'est pas toujours facile en fonction des possibilités dans son emploi du temps, dans les structures qui sont présentes, voilà. Donc chacun fait après en fonction de ce qu'il peut, mais l'idéal c'est ça. Je pense que là j'ai un petit peu donné le cadre. Donc les professionnels qui doivent intervenir, des éducateurs sportifs qui peuvent avoir un diplôme universitaire, qui peuvent avoir des masters. Il y a des formations qui sont spécifiques pour les éducateurs physiques. Donc ça peut être un petit club où un éducateur est formé, comme ça peut être effectivement dans des structures plus importantes, à l'hôpital. Et ça doit rester quand même quelqu'un de formé à l'activité physique adaptée, et ça peut être un kinésithérapeute, bien entendu, qui a une formation. Je pense qu'en cancérologie quand même c'est utile. Voilà. Donc ça c'est les grandes lignes. Pour ce qui est de notre expérience à Tours, pour l'instant, il y a un éducateur qui s'occupe des enfants atteints de cancer à Cocheville. Pour nous, dans le service d'oncologie et d'hématologie, pour l'instant, nous n'avons pas encore mis en place d'activité physique adaptée, mais on y travaille sérieusement avec le cancer jeune. Et ça va se faire très prochainement, je pense. Et puis, on a pris surtout une option ici, finalement, de faire un partenariat avec la mairie de Tours, proposer déjà des activités physiques adaptées dans d'autres pathologies qui, je vous l'ai dit, des pathologies chroniques qui avaient déjà inclus l'activité physique adaptée, le diabète, comme toutes les maladies métaboliques, ils travaillaient déjà avec. Donc on s'est rapproché d'eux et ils nous ont proposé de pouvoir faire des activités physiques adaptées, moyennant le fait que nous formions leurs éducateurs. Ce partenariat, il est basé là-dessus. C'est une expérience qui, je pense, est en France, avec énormément d'activités proposées aux patients, qui sont parfaitement adaptées avec 2 niveaux d'intensité. Des patients qui vont à autant de séances qu'ils le veulent par semaine, et vraiment très peu cher, pour pouvoir s'adapter au plus grand nombre. Donc la mairie est vraiment partenaire pour tout ça. C'est des gens qui sont très impliqués. Il y a une séance de gym 12 qui se fait à l'hôpital ici, dans nos locaux. Tout le reste se fait dans leurs installations sportives dans la ville de Tours. Donc ça va du golf, du tir à l'arc, de la marche nordique, du vélo, de la piscine, des activités aquatiques. Il y a énormément de choses de proposer. Il y a même depuis cette année des activités qui sont proposées pour les adolescents et jeunes adultes, avec des activités qui leur sont voilà, comme l'escalade ou les jeux de raquettes ou des choses comme ça. Donc ça sera intéressant pour eux tout au moins. Et je pense que c'est une expérience qui est très intéressante parce qu'on l'a dit, ce qui compte c'est la durée. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. Donc, le faire pendant qu'ils sont hospitalisés, ça me paraît indispensable.
Mais ce qu'il faut, c'est que ça dure si on veut que la maladie ne revienne pas. Et il y a cet aspect social, parce que refaire une activité ensemble alors qu'on a plutôt tendance de s'isoler quand on est malade, certains, hein, je trouve que c'est aussi cet aspect-là, il n'est pas négligeable aussi. La grande majorité se plaint d'isolement. Même les gens jeunes, finalement, le cancer fait peur d'une façon générale, les gens se retrouvent vite isolés, les actifs ne travaillant plus se retrouvent isolés. L'isolement est vraiment quelque chose qui ressemble aussi des patients, et donc il faut les socialiser. Il y a un aspect quand même dans l'activité physique adaptée qui est assez fondamental, c'est aussi le coût. On a vu qu'il y a eu un progrès, comme vous l'avez noté au départ, un progrès monstre qui a été fait sur la reconnaissance des bienfaits de l'activité physique, de la prescription de l'activité physique. Mais tout le monde n'est pas loti comme vous l'êtes bien à Tours, avec une mairie qui peut aussi mettre en place des projets. Comment peut-on, comment dirais-je, rendre cette activité physique accessible à tout le monde? Parce que malgré notre nous permet d'être soignés gratuitement, il y a tous des coûts, des restes à charge quand même pour les patients. Et souvent les patients chroniques ont de grands restes à charge. Alors comment on fait, comment on résout cet aspect financier de l'activité physique? Alors déjà, il y a de l'activité physique qui ne coûte pas grand-chose, de marcher près de chez soi, dans le quartier, d'aller en forêt. La marche, elle est à portée de tout le monde et sans grand financement en dehors de basket. Le vélo, enfin il y a beaucoup d'activités physiques qui sont simples qu'on peut faire chez soi, autour de chez soi, avec sa famille, on parlait des enfants, voilà, c'est bien, ça relie un peu la famille aussi, je pense, et ça peut entraîner le conjoint qui, s'il est âgé lui aussi, il fait l'activité physique avec sa femme, ça lui fera du bien aussi, donc je pense qu'on peut finalement améliorer la santé de toute la famille en accompagnant celui qui est malade. Donc déjà c'est une façon de faire, l'activité physique c'est pas forcément aller chercher un sport très spécifique, etc. Là c'est la joie de faire quelque chose de nouveau, évidemment ça peut être un peu sympathique, mais on peut faire une activité physique, aller à son travail à pied, en voiture, ou y aller en vélo, trouver des moyens de bouger. Et puis au-delà de ça, je pense qu'on pourra peut-être, et j'espère que l'avenir nous y amènera, c'est trouver auprès des mutuelles des ressources. Il y a des pays où effectivement, et ça existe déjà chez nous, certaines mutuelles financent soit l'activité physique, soit elles diminuent la prime d'assurance que la personne pratique régulièrement une activité physique, moyennant quelques preuves évidemment d'inscription dans des clubs. Je pense que c'est une bonne façon de faire financer son activité physique. D'accord. Alors, il y a aussi la question que se pose, ou peut-être que certains patients confondent un petit peu activité physique et sport. L'activité physique adaptée, ce n'est pas forcément de pratiquer du sport. On est d'accord? Voilà, c'est ce que je vous expliquais, ça peut être de l'activité. Chez moi, je monte des marches, je fais mon jardinage, c'est de l'activité physique. C'est pas forcément aller faire un sport. On n'a pas de notion de compétition, même si dans ces petits groupes et dans la mairie, là, il y a un petit esprit de compétition qui peut se créer. Ça, c'est toujours plutôt sympathique, je trouve. Vraiment âgés, donc après je ne veux pas mettre de barrière d'âge, mais qui se plaignent de fatiguer et viennent en disant docteur je suis fatigué. Et donc du coup on leur recommande des choses simples, comme dire faites le tour du pâté de maison tous les jours. Voilà. Et alors il y a des pâtés de maison qui sont plus ou moins gros, mais on peut s'arranger pour faire une demi-heure de marche comme ça. Qu'ils se sentent physiquement diminués par rapport à leur traitement, à leur maladie. Et ne sont pas sûrs d'être capables d'eux. Donc dans ces cas-là, je les envoie auprès d'un kinésithérapeute faire un bilan d'évaluation physique. Le kinésithérapeute va faire son bilan d'évaluation physique. Et souvent, quand le patient a fini, il se rend compte qu'il peut faire ci ou ça. Et du coup, ça suffit à le décider à faire. S'il est trop déconditionné, de toute façon, ça relèvera du kiné s'il est déjà remonté un peu la pente. Et après, il pourra adhérer à ses programmes d'activité physique. D'avoir été les cobayes de cette première émission. C'est le pilote, dirons-nous. Merci encore. Et puis, je vais dire à nos auditeurs, nos téléspectateurs, comme on dit, nos youtubeurs, qu'on se retrouve demain à 18h30. Merci. À demain.